Allez, on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, mardi 23 mars 2021. Au programme d'aujourd'hui, nous avons des news sur des grosses entreprises. On commencera par Google qui nous laisse des petites infos selon quoi ils travailleraient sur du matériel. Ici une puce mobile. C'est très intéressant. Ensuite, si vous avez suivi l'actu aujourd'hui, vous en avez peut-être entendu parler. Discord qui pourrait être acheté par un géant et pas n'importe lequel, Microsoft, qui serait chaud pour lâcher un gros chèque. Deuxième news sur Microsoft, mais ce coup-ci partie Xbox avec des changements de nom un peu faits à l'arrache. On va en débattre. Ensuite, petite news jeux vidéo sur Resident Evil. Un épisode un peu pas celui dont on parle, pas Village le prochain, mais un petit opus sur le côté comme ça qui va avoir une bêta ouverte si ça vous intéresse de tester. Un opus qui sera offert avec l'achat du dernier Resident Evil, celui qui s'appelle Village ou 8 je crois, un truc comme ça. J'avoue que c'est pas trop mon style de jeu à la base. Ensuite on parlera de rumeurs autour de la future nouvelle Switch dont on connaît toujours pas le nom. On avait eu des news sur l'écran. Ici, ce sera sur de l'affichage 4K. On va en parler, c'est un peu... ça soulève des questions. On passera ensuite dans du matériel pur et dur, à commencer par des boîtiers PC de format micro ATX, donc un peu plus petit qu'une tour, mais avec des très grosses compatibilités et surtout des tout petits prix. Et ça, vraiment, c'est intéressant. Ensuite, on continuera sur les prix avec les SSD de chez Samsung, la série 980 qui avait été annoncée peu après l'équivalent annoncé chez Intel. On a les prix en France et ça régale moins que prévu. Et ensuite, on finira sur du refroidissement, deux news sur du water cooling et une news sur un ventirad, mais des trucs intéressants, vous verrez. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite avec cette news sur Google qui nous annonce un peu indirectement dans une note de blog, pas vraiment de façon... c'est plutôt officiel, mais pas vraiment une vraie communication, qui travaillerait sur une puce mobile faite par eux, ça c'est important, pour du coup tout ce qui tourne avec Android. L'intérêt, c'est d'aller chercher non pas forcément la puce la plus performante en performance brute sur le papier, mais j'imagine d'aller optimiser la puce pour le système, vu que ils font déjà le système. Un peu à l'image de ce que fait Apple en concevant des puces et en concevant leur propre système d'exploitation. On sait que ça reste le meilleur moyen, on va pas se mentir, ça reste le meilleur moyen d'avoir l'expérience utilisateur finale la plus réussie possible. Parce que quand vous concevez du matériel déjà pour un système précis et en plus en ayant dans la tête comment vous concevez ce système précis, vous avez toutes les clés pour réussir votre produit. Il y a forcément des inconvénients à ça, on va pas se mentir, c'est pas
Si c'était si beau que ça, tout le monde le ferait. En fait, le problème, c'est que ça demande beaucoup de savoir-faire qui n'est clairement pas à la portée de tout le monde. Faire des puces mobiles performantes dernière génération, tout le monde ne sait pas faire. Et ça demande beaucoup d'argent. Voilà, là-dessus qu'on se le dise aussi. C'est beaucoup d'investissement en recherche et développement, plus potentiel production. Tout ça, ça coûte en investissement qu'on peut retrouver par la suite si on arrive à un résultat final qui est convenable, qui convient et qui amène quelque chose de plus que ce qui est fait à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la plupart des téléphones Android doivent tourner avec, j'imagine, des puces Qualcomm pour les plus hauts de gamme, au moins. Donc ce n'est pas Google qui fournit quoi que ce soit là-dessus. Il fournit actuellement juste un OS et quelqu'un d'autre fabrique des puces pour faire tourner cet OS. Ça reste une information qu'on a pour l'instant, mais comment dire, avec un peu d'avance. Je pense pas qu'ils en soient rendus très loin. Et en plus, déjà il va falloir des cerveaux pour travailler dessus. Mais il va aussi falloir produire du matériel, ce qui n'est pas forcément totalement le cœur de métier de Google, qui est plutôt une entreprise de service à la base. Donc on va voir, je pense qu'il y a de potentielles alliances avec des entreprises qui fabriquent déjà du matériel pour concevoir ça. Je pense que ça peut être dans leur intérêt, sauf si ils veulent vraiment observer au maximum le modèle d'Apple qui, eux, maîtrisent de plus en plus. Il faut voir. C'est intéressant comme projet. Encore une fois, c'est pas facile. On va pas se mentir, si c'était facile, tout le monde le ferait. Voilà. Il faut réussir à avoir quelque chose qui montre des gains réels de performance. Mais c'est le meilleur moyen de le faire. S'ils y arrivent, c'est le jackpot. Parce que les téléphones Android sont nombreux. Et imaginez un monde où Google fournit dans votre téléphone pas que l'OS mais aussi la puce. Ça fait plus d'argent dans les poches de Google sans avoir à vraiment aller chercher des marchés. Donc assez magique. Mais il y a aussi un monde où il n'y arrive pas et tout ça est une perte d'argent à voir. Mais très, très intéressant, vraiment, vraiment similaire à la volonté d'Apple qui maîtrise l'OS et les puces pour aller tirer le plein potentiel de l'OS. C'est aussi ça l'intérêt. Donc je note dans un petit coin et j'espère qu'on y reviendra avec d'autres nouvelles, mais il va falloir, à mon avis, peut-être recruter des gens qui savent faire, qui ont le savoir et les connaissances pour développer une puce. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le cœur de métier de Google à l'heure actuelle. Donc, pas évident qu'ils aient déjà les équipes pour travailler dessus. On verra et on en reparlera sûrement quand Google décide de faire des trucs. En général, ils arrivent au bout. Pas toujours pour les meilleurs résultats du monde, mais en général, ils arrivent au bout. On continue avec toujours des gros. On va parler Microsoft, on va parler Discord. Ça a fait fureur aujourd'hui, hein. Je l'ai vu à peu près 100 fois de plein de gens, de plein de sites de news. Vraiment, on en parle. Discord pourrait se vendre à Microsoft. Microsoft qui a dit qu'il serait prêt à mettre 10 milliards de dollars, bien sûr,
une somme qui peut paraître énorme pour la plupart d'entre vous, mais pour Microsoft, en vrai, est-ce que 10 milliards c'est tant que ça? Je ne suis pas sûr. Ils avaient essayé de racheter une autre boîte pour 5 fois ça, je crois, 50 milliards, un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que représente 10 milliards pour le géant, le mastodonte qui est Microsoft? Sûrement pas tant que ça. Discord, si vous ne connaissez pas Discord, on peut faire de la pub. D'ailleurs, j'ai moi-même un Discord si ça vous intéresse. Discord, c'est à la base, au tout début, un service de vocal, donc de communication vocale, comme peut l'être Skype, TeamSpeak ou Mumble. Mais ça, déjà il y a ça, donc à plusieurs, voilà, en ajoutant des contacts. Mais il y a aussi la possibilité de créer des espèces de groupes où vous pouvez échanger aussi à l'écrit. Et maintenant, ça inclut encore d'autres fonctionnalités comme le partage d'écran qui vous permet, un peu à l'image du streaming, de partager votre écran à qui le souhaite et à qui vous voulez. Donc, outil plutôt puissant dont la communauté gaming dans un premier temps s'est emparée clairement parce que ça regroupait tout ce que faisaient les autres plus d'autres trucs et de manière centralisée, bien faite. Il y a parfois des problèmes, mais en général, c'est quand même une super plateforme. C'est une plateforme qui est gratuite en plus, même s'il y a un abonnement possible qui vous ajoute des fonctionnalités. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce que ça ajoute, je ne m'y suis jamais intéressé, mais ça ajoute des fonctionnalités. Donc voilà, on peut encore étendre le panel de fonctionnalités de l'outil. Et pourquoi Microsoft aurait envie de racheter ce genre de truc pour 10 milliards? 10 milliards tout de même. En vrai, pourquoi ils ne voudraient pas? Plutôt, hein, parce que outil très puissant, outil maintenant largement utilisé. En vrai, c'est super bien. Ça ressemble un peu. Microsoft, ils ont déjà récupéré Skype, qui a été massivement abandonné par le grand public. Il y a encore des gens qui doivent se coltiner du Skype. Force à vous. Parce qu'en vrai, Skype, c'est... Non. Voilà. Je dirais pas je dirais pas de méchanceté, mais j'en pense beaucoup. Du coup, ça peut être vraiment très bien à ajouter dans le giron de Microsoft, même si il faut pas faire l'erreur, à mon avis, je pense qu'ils ne le feront pas, de l'imposer, comme ça a été le cas avec Skype qui a été amené nativement dans Windows. Il ne faut pas que Discord soit amené nativement dans Windows. Là, on voit cette belle illustration qui nous montre Xbox plus Discord. Ça oui est très fort. Il faut que... Ça, c'est un point hyper stylé et hyper important. Il faut que dans les Xbox et surtout les nouvelles Xbox, les séries X et S, il faut l'application Discord en vrai native. Native, ça pèse rien Discord et ça fait un outil pour le vocal juste top. Et en plus, Microsoft a aussi Teams, qui est l'équivalent professionnel. Donc voilà, ils auraient pour tous les publics, pour toutes les accessibilités, parce que Discord est gratuit. C'est vraiment ce serait vraiment très, très fort pour Microsoft, donc ça ne m'étonne pas. Surtout qu'encore une fois, c'est devenu plus que seulement un outil de communication vocale, c'est un outil qui rassemble aussi les communautés, qui permet aux gens d'échanger
par l'écrit, par... Enfin... et qui permet potentiellement qui permet de faire, je sais pas, des sondages, ce genre de trucs. C'est vraiment un outil très très puissant. Et en vrai, je pense que ça va être acté, hein. Ils ont tout intérêt à le faire, même si au final c'est un peu plus cher que ça. Je pense qu'ils ont vraiment, c'est un bon investissement pour Microsoft, même s'ils n'ont pas besoin, hein. Ils se portent très bien Microsoft, hein, mais c'est aussi pour ça qu'ils peuvent se permettre ce genre d'investissement qui, en vrai, peut être que bénéfique pour les deux parties s'il n'est pas intégré nativement dans Windows. Il ne faut pas que ça soit obligatoire. Faut que ça soit très accessible, mais pas obligatoire, c'est important. Parce que, euh, parce que tout le monde ne le veut pas, tout le monde n'en a pas besoin, et ils l'ont fait avec Skype, ça n'a pas marché. Skype voilà, hein, qui était un précurseur, mais qui avait plein de problèmes. On ne reviendra pas là-dessus. On continue avec Microsoft, et ici, la partie Xbox, et plus précisément, partie service online. Donc, le Xbox Live devient le Xbox Network. On n'y comprend rien, il n'y a aucune annonce officielle. Des gens ont vu le truc apparaître comme ça, voilà, parce qu'ils ont enregistré leur capture et les captures sont allées, au lieu d'aller sur le Xbox Live, ils sont allés sur le Xbox Network. Vous voyez, c'est écrit sur ce visuel. Donc voilà, petit changement de nom en douce comme ça de la part de Microsoft. Un peu étrange de ne pas faire d'annonce officielle pour rassurer les gens, pour leur dire voilà, ça va changer, mais on vous le dit, on vous l'annonce, ça va bien se passer et vous savez ce qui se passe. Non. Il paraîtrait, ça reste que des informations non officielles, je vous le dis, que c'est pour faire une vraie distinction entre le Xbox Live et le Xbox Live Gold. Je sais pas trop c'est quoi la différence du coup, parce que je ne suis pas un possesseur de Xbox. Mais c'est voilà, différencier le Xbox Live du Xbox Live Gold. Je sais pas. Voilà. Mais ça doit être perturbant quand les trucs changent de nom comme ça sans avoir été mis au courant, je compatis. Et donc, sachez que si vous êtes utilisateur d'Xbox, il va se passer ça, mais c'est pas grave. Juste un changement de nom. Pas l'air d'avoir de douille dans le tas, donc it's ok. On continue avec un potentiel bon plan, en tout cas, la possibilité de participer à une bêta ouverte, donc à partir du 8 avril, sur le jeu Resident Evil Reverse, j'imagine. J'avoue que j'ai pas du tout fait les Resident Evil, donc je peux pas trop vous parler sur le gameplay et tout, mais c'est type aventure horreur, un truc comme ça. Il doit y avoir de l'horreur, j'imagine. Du coup ici, on vous informe que vous pourrez participer à la bêta qui dure du 8 avril à 8h du matin jusqu'au 11 avril, donc pas très longtemps, hein. Encore une fois jusqu'à 8h. J'imagine que c'est du matin. Pour ce faire, il faudra aller le récupérer sur la plateforme Steam. Et j'imagine que c'est gratuit, hein. L'information n'est pas écrite, mais j'imagine que c'est gratuit, ça reste une bêta ouverte. Sachez que le jeu vous sera offert avec l'achat du dernier gros opus de la saga qui est Village. Donc si vous voulez tester gratuitement un petit peu de gameplay comme ça, en vrai je me rends pas compte. C'est aussi ça. Aujourd'hui, dire que c'est une bêta, ça ne veut pas dire grand-chose. Ne veut pas dire grand-chose dans le sens où normalement une bêta, c'est en fait ça peut avoir plusieurs significations. Ça peut avoir plusieurs significations. Ça peut être une démo,
Une démo, c'est une partie du jeu, mais finie, mais juste une partie. Ça peut être, en général, une vraie bêta, c'est une partie du jeu pas finie. Non, c'est ça, mais aujourd'hui, plus trop, surtout une bêta ouverte d'un si gros jeu. À mon avis, ce sera plus un genre de démo. Donc si ça vous intéresse, tentez le coup. Vous aurez une démo du gameplay, même pas du dernier, hein, même pas du dernier gros opus, mais d'un opus qui est un peu sur le côté, un peu en cadeau, en addition au dernier du nom, qui sera Village, enfin dernier pour l'instant. On passe sur la Switch. Des rumeurs aussi, ça aussi, ça fait pas mal parler. Je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser. On sait pas trop. En vrai, je me pose des questions aussi sur l'intérêt et la véracité, même si ça vient normalement de sources sûres telles que Bloomberg. On a vu déjà l'information sur les dalles OLED ça ok, peut-être. En vrai, pourquoi pas changer l'écran, pourquoi pas. Ici, on va plus loin, on nous parle de 4K, on nous parle d'affichage 4K sur les jeux, grâce au DLSS. Donc, même si à l'heure actuelle, c'est déjà une puce faite par Nvidia qui est dans la Switch, on nous parle tout de même d'un nouveau modèle pour avoir une prise en charge du DLSS. Parce qu'à l'heure actuelle, j'avoue que je ne sais pas exactement en termes de technique ce qu'il y a dans la puce actuelle de la Switch, mais pour le DLSS, il faut des cœurs de calcul dédiés pour ça, parce que ça se base sur de l'intelligence artificielle et donc des cœurs de calcul spécifiques. Donc on nous parle, on est en train de nous dire, je résume, on est en train de nous dire qu'il va y avoir une nouvelle Switch, déjà avec un écran OLED de 7 pouces, et ensuite avec une nouvelle puce qui va vous permettre d'afficher de la 4K sur un écran relié, hein, pas l'écran natif de la Switch qui sera toujours du 720p. Incroyable. On passera de 720 à 4K. Incroyable. Et je vous avoue que je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique parce que ça veut dire que tous les gens qui possèdent une Switch ancienne version posséderaient à ce moment-là un peu une Switch au rabais, quoi. Ce qui ferait mal. Et aussi, ça sous-entend potentiellement, pour tirer pleinement parti de ce nouveau matériel, des versions de jeux exclusives à ce nouveau modèle de Switch. Ce qui a, je crois, déjà été fait une fois de la part de Nintendo, mais pas sûr. Pas sûr que ça soit une vraie bonne idée. Faut voir, hein. Mais en vrai, pas sûr que ça soit une vraie bonne idée. On nous parle aussi un petit peu du prix, mais encore une fois, des informations à prendre avec des pincettes. Actuellement, ça vaut 299 $. Et on nous parle ici d'une console à pourquoi pas 399 ou peut-être 349. Et oui, un nouveau matériel, écran OLED, falloir payer une petite... En vrai, moi je ne sais pas, mais s'il y a une nouvelle Switch avec un écran OLED et une nouvelle puce, elle sera plus chère. C'est impossible qu'ils la mettent au même prix que la Switch actuelle. Donc à voir dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, de la communication officielle, même si on sait que Nintendo, c'est pas les plus pressés dans la communication. Ils attendent de... En général, ils aiment peaufiner leur truc. On verra. Je suis sceptique tout de même sur tout ça. Encore une fois, et surtout l'histoire de version exclusive
à cette nouvelle console. Je trouve ça un peu lourd, un peu trop. Surtout que Nintendo a annoncé que la Switch était à la moitié de sa vie ou un truc comme ça. Donc du coup, ce serait pas totalement vrai s'il y a vraiment une nouvelle version qui est plus puissante et avec des jeux exclusifs. C'est-à-dire que les anciennes versions, elles sont pas à la moitié de leur vie, elles sont à leur fin de vie. Et ça, c'est pas drôle. On attend plus d'informations de sources officielles pour, pour se faire un avis définitif, mais je ne sais pas trop quoi en penser. On continue avec du boîtier micro ATX et du boîtier plutôt attractif. Ça va être ça notre fil rouge en termes de boîtier aujourd'hui. On est sur un premier boîtier de chez Antec. Voilà à quoi il ressemble, donc très orienté fluidaire, plutôt sobre, je trouve, même s'il est orienté fluidaire. En termes de couleur, après, effectivement, si vous allez rajouter du RGB de partout, il sera forcément un peu moins sobre. Pour l'instant, il est apparu sur le marché asiatique. Du coup, on a pris en conversion directe qui ne nous donne pas forcément une bonne idée. Ça le donnerait à 25 euros. J'ai du mal à croire qu'il soit vendu 25 euros chez nous, honnêtement. Mais sinon, il est plutôt classe. Il est en vrai compatible avec quasiment tout. On peut mettre du water cooling dedans, on peut mettre des grandes cartes graphiques. Sûr, vous aurez des limitations en termes de mince, de largeur, mais sinon vous pouvez mettre quasiment tout. Il est cool. J'aime beaucoup ses pieds. J'aime bien les. Déjà, c'est bien qu'il soit vraiment surélevé. J'aime beaucoup aussi sa vitre. Et bien sûr, on va être sur du flux d'air. Donc il ne sera pas hyper silencieux. Mais par contre, si vous mettez la ventilation nécessaire, votre config sera gardé au frais un maximum. Et ça, c'est pas mal. Encore une fois, on l'a vu sur le marché asiatique. Donc on nous donne un prix en conversion de 25 euros. Je doute qu'il soit vraiment vendu 25 euros chez nous. Les finitions ont l'air quand même plutôt propres. Il faudra attendre de voir un test tout de même, mais les finitions ont l'air vraiment trop de gamme pour du 25 euros. Et encore une fois, compatibilité quasi complète pour du micro ATX, hein, bien sûr. On rappelle par contre, micro ATX, hein. Vous ne pourrez pas mettre une carte mère ATX, ce n'est pas prévu pour. On passe à un deuxième boîtier, encore une fois, à des prix plutôt acceptables. On est plus cher, mais on est sur un prix en euros chez nous. Pas une conversion. 44,90 pour ce boîtier. Encore une fois, du micro ATX. Encore une fois, de la compatibilité quasi complète pour du micro ATX, bien sûr. On a l'information sur la ventilation. Ici, on a les 3 ventilateurs qui sont inclus. Ce qui est, on rappelle, 44,90. Donc plutôt sympa. On a un petit filtre en haut. En vrai, c'est plutôt sympa. J'aime un peu moins le design, j'avoue. Mais c'est aussi beaucoup plus sobre, hein. Bon, un peu moins avec le RGB, mais sinon c'est beaucoup plus sobre. On est sur les mêmes histoires en termes de compatibilité que l'autre, hein. C'est les mêmes, à peu près les mêmes dimensions. On est sur des dimensions de tours assez classiques, mais un peu plus petites que de l'ATX. On gagne quelques centimètres forcément. Ça reste tout de même des objets assez imposants, hein. On sera pas sur quelque chose de vraiment tout petit.
c'est le compromis entre la compatibilité et un gros objet. Quand on descend ensuite en dessous, on perd forcément énormément en compatibilité. On est obligé, hein, notamment, on ne peut pas tout caser dans un tout petit espace. Passe vite fait sur cette news, c'est SSD de Samsung, la série 980, on en avait parlé pas mal. PCI Express 3.0, donc pas la dernière génération, des débits forcément inférieurs, on parle de environ du 3000 émo-secondes, enfin 3500 en lecture et 3000 en écriture. On avait eu des informations petit à petit avec des prix en dollars, avec 250 Go à 49 $. C'est ok. Ça faisait 129 $ le Tera. C'était ok. On a les prix en euros chez nous. C'est un peu moins ok. On est pour le coup à 65 € pour les 250 Go, 90 € pour les 500 et 160 € pour le Tera. C'est un peu plus cher que ce que je pensais et du coup c'est beaucoup moins intéressant, on va pas se mentir. Attendez qu'Intel lâche ses produits, je pense qu'ils seront potentiellement plus intéressants en termes de prix avec des débits quasiment équivalents. Petite déception hein, pour le coup sur ces SSD, j'en attendais pas mal, je pensais qu'ils allaient être lâchés avec des prix très agressifs pour aller récupérer des gens, mais visiblement pas tant que ça. Donc un peu déçu pour le coup. On passe au refroidissement avec tout d'abord petite news d'Arctic qui nous informe qu'ils augmentent le temps de garantie de leur matériel en termes de kit all-in-one de water cooling. On passe de 2 à 6 ans, effectivement. En 2 ans, c'était pas tant que ça. Ils ont décidé de le passer à 6 ans, ça veut dire qu'ils ont confiance dans leur matériel. C'est du bon matériel hein, en termes de refroidissement. Après, peut-être qu'en termes de nuisance sonore, c'est peut-être pas le plus silencieux, mais ça fera bien le taf. Ça refroidira même des plutôt gros processeurs. Et c'est du matériel plutôt attractif hein, en termes de prix. On est quand même en général sur la fourchette basse pour des bonnes performances. Encore une fois, peut-être que leur plus gros défaut, et encore, ça n'est pas vraiment gros, c'est le bruit. Mais bonne nouvelle, je sais pas si c'est rétroactif pour les gens qui l'ont déjà acheté. Je sais pas. À demander. On continue avec un ventirad plutôt particulier. On en avait déjà parlé plusieurs fois. Voilà, il a un look bien à lui. Alors, il a un nom un peu à rallonge, il s'appelle le Iceberg Thermal Icelit X7 Dual. Voilà, je l'ai dit une fois et ce sera la seule. Il a un look vraiment particulier, on va pas se mentir. Il ressemble à un glaçon, un peu. Un iceberg, peut-être. Il est costaud, il est plutôt très imposant. On est sur un dual tower, donc les deux radiateurs et des ventilateurs entrent. Il pourra refroidir jusqu'à 225 watts. Donc voilà, il se présente, il dit moi je suis costaud, je peux beaucoup refroidir. Par contre, il pèse plus d'1 kg. Voilà. Et il mesure 166 mm. Donc il sera tout de même plutôt grand, mais en vrai c'est pas tant que ça. Hein. On aurait pu se dire qu'ils auraient pu faire un monstre. Ici c'est pas vraiment le cas non plus. Hein. On reste, il est massif, mais pas si haut que ça. On a 7 caloducs pour refroidir de 6 mm, donc parfait. Et sa petite particularité, en plus de son design, c'est la façon dont est monté le ventilateur entre les deux radiateurs. C'est un truc propriétaire. Alors, vous voyez, attendez, je vous le remette au début. Vous voyez ici, il a tout un cache plastique qui fait tout le tour.
Et en fait, le ventilateur est monté sur ce cache en plastique, enfin sur une des parties du cache en plastique qui se sépare en trois. Et donc ça permet voilà, d'avoir leur propre solution et une solution de démontage qui a l'air quand même plus simple hein, que des... En général, il y a des espèces de griffes. Donc plutôt sympa, on voit ici les deux radiateurs. C'est honnêtement un ventirad qui est fait pour les gens qui ont un vrai gros besoin de refroidissement performant. La compatibilité est pas mal, même si on y retrouve à peu près tout le monde, sauf les TR4 d'AMD, les très gros processeurs d'AMD. On aurait pu se dire qu'ils auraient pu aller chercher la compatibilité. Le prix, ici on l'a en dollars, 95 $. Effectivement, c'est un peu cher, mais on est sur du haut de gamme ultra performant pour des utilisations que peu de personnes nécessitent. Donc en vrai, c'est plutôt ok. Vous voyez le packaging qui est ultra sobre, alors que voilà, l'objet lui est beaucoup moins sobre. Vraiment, du coup, on comprend l'intérêt de tout ce cache plastique pour la fixation du ventilateur du milieu, mais ça fait, voilà, ça le rend vraiment très imposant. Il fera très bien le taf. Il faut trouver le moyen de le mettre dans son boîtier. Mais clairement, en termes de performance, on est sur du très très bon. On finit avec un kit de water cooling, enfin une mise à jour de kit de water cooling de chez Be Quiet. Ici, voilà, bim boum. Pas grand chose de nouveau, on rajoute du RGB là où il n'y en avait pas, ici sur ce magnifique contour. Le logo reste en blanc et uniquement en blanc, même si vous pouvez désactiver l'un ou l'autre. On ajoute aussi un accès pour remplir le radiateur et un petit flacon de liquide de refroidissement. Et ça, c'est cool. Yo Kit Cache. En termes de performance, on sera sur du très bon. Plus vous allez chercher une grande taille, plus il sera performant. Ça va et toi? Ah, désolé pour le 1080. Et l'avantage, c'est qu'il fera pas de bruit, hein, Be Quiet, la base. En termes de prix, on sera sur du Be Quiet, la base. On commence à 99 € pour du 120. En vrai, dans la réalité, évitez les water cooling de 120. C'est quand même pas le top, sauf si vous voulez vraiment avoir du water cooling et que vous avez un processeur qui ne chauffe pas trop. Sinon allez chercher au moins du 240 ou plus, suivant vos besoins. Mais en vrai, pas grosse nouveauté, juste petit contour RGB ici. Voilà. Et le petit accès pour remplir le radiateur. Et aussi le liquide. Ça peut être sympa d'avoir le liquide. Mise à jour des ventilateurs, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais comme d'hab, hein, je vous avais... il y a longtemps maintenant, je vous avais parlé des nouveaux ventilateurs, mais ils le font avec tellement de retard par contre. J'avoue que j'avais pas vu ça. Choqué. Ok, my bad. Nouveau ventilateur aussi, les Silent Wings 3. Super. Voilà. À des prix... c'est pas ultra cher, mais voilà. Comme souvent, Be Quiet, c'est pas non plus très accessible. Et c'est pas... mais vous payez aussi la qualité. C'est aussi un bon gage de qualité Be Quiet. Donc, ça peut vous intéresser. Voilà la fin de notre point actu hardware. Des informations aujourd'hui, bon, pas les plus passionnantes sur le hardware lui-même, mais on a parlé de grosses entreprises
qui font des trucs qui peuvent être intéressants. Donc c'était cool. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, vous pouvez faire des retours, je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Et on se retrouvera demain pour la suite de l'actualité. Merci d'avoir regardé.